Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africable. Notre invité est l'un des grands témoins de la vie politique sénégalaise contemporaine, juriste émérite, avocat, homme d'État et figure majeure du Parti démocratique sénégalais. Maître Ousmane Ngom a marqué de son empreinte plusieurs décennies de la vie publique nationale. Ancien ministre de l'Intérieur pendant près de 8 ans, il a été au cœur des grands rendez-vous politiques du Sénégal, l'alternance historique de 2000, les réformes institutionnelles, les débats démocratiques et les grandes décisions qui ont façonné notre pays. Compagnon de route du président Abdoulaye Wade durant de nombreuses années, il a vécu de l'intérieur des combats, les succès, mais aussi les plus déterminants de cette aventure exceptionnelle. À l'occasion du centenaire du président Wade, Maître Ousmane Ngom publie un ouvrage de témoignages et de réflexion qui revient sur le parcours d'un homme dont l'héritage continue de nourrir le débat public au Sénégal et au-delà. Son regard forgé par l'expérience du pouvoir, une connaissance privilégiée des coulisses de l'État, il nous offre une lecture précieuse, une page essentielle de notre histoire. Chers téléspectateurs, c'est un immense plaisir de recevoir sur ce plateau de questions-débats Monsieur Ousmane Ngom. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, Monsieur Ngom, vous avez côtoyé le président Abdoulaye Wade pendant de nombreuses années. Pourquoi avoir choisi de consacrer un livre au centenaire Abdoulaye Wade? Tout simplement parce que le président Abdoulaye Wade est mon maître à tous les points de vue. Au plan politique, puisqu'il a guidé mes premiers pas dans la politique, mais aussi parce qu'au plan professionnel, il a été mon maître puisque j'ai fait mon stage d'avocat dans son cabinet au 7 de la rue de Thiong jusqu'à la création de mon cabinet autonome. Mais malgré tout ça, nous sommes restés intimement liés. J'ai plaidé pour la première fois devant le président Abdoulaye Wade le jour où il avait été arrêté sans que je le sois, ce qui était rare parce que nous étions toujours arrêtés ensemble, ou j'étais arrêté même avant lui à chaque fois. Mais un jour, à l'occasion justement de la marche anti-apartheid de 1986, au lendemain de la marche, on est venu arrêter tous les leaders de l'opposition d'alors, lui-même au cabinet de la rue de Thiong. Ce jour-là, il m'avait envoyé au tribunal. C'est pourquoi je n'ai pas été arrêté avec lui. Et quand donc je suis allé le voir à la prison, il m'a dit, bon, c'est une bonne chose, comme ça tu vas te constituer pour moi et tu vas me défendre et tu vas pouvoir donc être le relais entre la prison et l'extérieur. Ce que j'ai fait, et donc pendant tout le temps qu'il était en prison, je faisais la navette. Et le jour du procès, j'ai plaidé pour lui. J'étais le plus jeune avocat et le bâtonnier Fadilou Diop m'a dit, comme le veut la tradition, puisque tu es le plus jeune, tu vas plaider le premier. Alors, il a ouvert le bal et donc j'ai plaidé le premier. C'était la première fois qu'Abdoulaye Wade me voyait plaider et je plaidais pour lui. Alors, il était tellement surpris par ma plaidoirie, il m'a écouté attentivement, la salle aussi et tout. Et à la fin de la plaidoirie, il était tellement ému que je suis allé vers lui, vers le box des accusés, il m'a pris dans ses bras. Il était au bord des larmes. Il m'a dit, vraiment, je suis fier de toi. Et quand je suis allé, donc, après le juge Modi Koumbaba, qui était le président du tribunal, a déclaré qu'il n'y avait aucun délit, alors que le pouvoir avait dit que c'était un flagrant délit. Et le juge donc a dit, il n'y a aucun délit, je libère tout le monde. Et les journaux d'ailleurs ont titré à l'époque, le flagrant délit sans délit. Alors quand je suis allé devant la prison donc pour voir la sortie de Maître Wade, quand il m'a vu, il m'a encore pris dans ses bras, il m'a dit en wolof, seexal naa la léegi, comme tu as plaidé pour ton maître jusqu'à ce qu'il sorte de prison, je fais de toi un cheikh maintenant. Alors ça c'est une histoire intéressante dans la vie professionnelle. Après, bon, j'ai eu à plaider avec lui et avec d'autres collectifs d'avocats, d'autres confrères, dans beaucoup d'autres affaires politiques ou syndicales. Par exemple, vous vous rappelez
l'histoire du Sutelec avec Madame Bassok quand il y a eu le blackout au Sénégal et tout ça, et que les syndicalistes étaient arrêtés et tout ça. Et d'autres collectifs, les Moustarchidines, qui avaient été arrêtés également, nous avons eu donc à plaider ensemble. Mais pour revenir donc à mes débuts avec lui, Maître Abdoulaye Wade, je l'ai connu en 1975, parce que j'étais encore élève au lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, quand un de ses cousins, qui était venu à Dakar, est revenu à Saint-Louis avec des journaux du parti, notamment le numéro 0 du journal Le Démocrate, puisque le parti venait d'être créé le 31 juillet 1974. Alors lui, il est venu à Dakar et Abdoulaye Wade lui a donné quelques exemplaires du numéro 0 du journal du parti, où il y avait les statuts, le règlement intérieur et le texte de sa conférence de presse annonçant la création du parti. Et lorsqu'il est venu donc à Saint-Louis, comme on avait un groupe de thé chez lui avec ses enfants, il m'a donné les journaux. J'étais le plus curieux, j'ai lu entièrement les journaux. Après, je lui ai dit, moi je suis convaincu par vraiment cette personne-là, ce qu'elle dit dans ce livre, et donc je vais adhérer au PDS. Il me dit, ah bon, je vais vous payer votre carte et tout. Je lui ai dit, ah non, non, moi si je m'engage, je le fais totalement et tout seul. Même si je devais vendre un de mes cahiers, je le vends et j'achèterai ma carte moi-même. Ce que j'ai fait, j'ai acheté donc ma carte et on a commencé à faire le tour de Saint-Louis pour convaincre les uns et les autres à adhérer au parti. On était un petit groupe. Mais finalement, bon, nous avons évolué, nous sommes devenus 45, alors que les cellules du PDS, c'est 25, mais on n'a pas voulu scinder la cellule, on l'appelait la cellule géante de Saint-Louis. Et voilà, nous l'avons gardé ici et nous avons développé donc le parti à Saint-Louis jusqu'à ce que Maître Wade vienne pour la première fois à Saint-Louis. Nous avons ouvert une permanence, vous le verrez d'ailleurs dans les photos, nous avons ouvert une permanence du parti. J'étais tout jeune, menu, on m'a nommé secrétaire administratif et donc voilà, c'est la première fois que j'ai serré la main à Maître Abdoulaye Wade. Et ensuite, il a fait une tournée dans la région de Saint-Louis, qui s'appelait la région du fleuve à l'époque. Nous l'avons accompagné pendant cette tournée-là. Après, je ne l'ai plus revu jusqu'à la première conférence nationale du parti, donc, qui s'est tenue toujours en 1975, ici au Relais Route de Ouakam à Dakar. Et nous avons adopté ou validé les premiers textes du parti, le programme, les statuts, les textes fondamentaux. Et en 1976, je suis moi-même venu à Dakar comme étudiant à l'université de Dakar. Et le premier congrès du PDS, le congrès constitutif du PDS, s'est tenu le 31 janvier 1976 à Kaolack. Et donc, nous nous sommes tous rendus à ce congrès constitutif du PDS à Kaolack en janvier 1976. Est-ce que ce livre, c'est un devoir de mémoire ou une nécessité historique? Je reviens donc sur ça pour dire que si j'ai tenu à écrire ce livre, c'est certes un devoir moral, mais c'est un devoir tout court. Parce que tout élève a un devoir de rendre hommage à son maître. Et surtout que si ce maître a été un excellent maître, un homme exceptionnel, hors du commun, et qui vous a complètement formaté, vous avez vraiment un devoir, et même un grand devoir, de lui rendre hommage. Et je suis très heureux de le faire de son vivant. Nous sommes tous fiers et heureux de voir que le président Abdoulaye Wade fête son centenaire. Nous lui souhaitons encore de très longues années. Et vraiment, je suis fier d'avoir eu l'idée d'écrire cet ouvrage. En vérité, l'idée d'écrire cet ouvrage-là date de quelques mois, ou j'allais dire même d'une année ou deux, parce que j'avais retrouvé dans mes archives les articles et éditoriaux que j'avais écrits dans plusieurs journaux du PDS, notamment dans le journal Sopi, mais également dans d'autres journaux, parce que comme vous le savez, Abdoulaye Wade considérait que la communication était une dimension importante de la démocratie. Il avait dit même que c'était consubstantiel
à la conquête démocratique. Et donc, dès la création du PDS, il a mis en place plusieurs organes de communication. D'abord le démocrate, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'organe central du PDS, mais ensuite d'autres journaux. Pour les jeunes, il avait créé un journal qui s'appelait Taku, dont j'ai été d'ailleurs l'un des rédacteurs, et même plus tard le directeur. Et ensuite, Le Citoyen, qui était un magazine qui sortait tous les mois, mais qui était un magazine d'éducation civique et politique. On l'avait créé avec la fondation Friedrich Naumann d'Allemagne. Et donc, nous avons pu, avec l'assistance de professeurs d'université qui étaient vraiment engagés, comme l'éminent professeur Serigne Diop, son collègue Pape Dembossi, ils étaient les principaux rédacteurs de ce magazine qui était en fait une sorte d'école du parti. Parce qu'à l'époque, on formait les militants. Il y avait les écoles de parti et tout ça. Et donc, les militants étaient très bien formés et donc savaient vraiment pourquoi ils s'engageaient. Et donc, ce magazine était vraiment une aide précieuse pour former les militants. Il s'appelait Les Citoyens. Après, il a mis en place un journal parce que c'était le monolithisme au niveau des médias. Il n'y avait que les médias d'État, Le Soleil, la RTS, et il ne rendait pas compte des activités de l'opposition. Il faisait un blackout sur les activités. Et donc, Abdoulaye Wade a eu l'idée, en dehors du démocrate, de créer un quotidien du soir qu'on appelait Takussan. Ce quotidien du soir qui était édité avec des professionnels de la communication. Ce n'étaient pas des militants, mais des gens sortis des écoles de communication. Le rédacteur en chef, par exemple, était l'éminent journaliste sociologue Pathé Mbodj, mais il y avait d'autres grands journalistes comme Madame Mandiaye As, qu'on connaît très bien, qui a travaillé dans beaucoup d'organismes internationaux, et bien d'autres jeunes cadres sortis du CECI, Oumar Dioufal, qui a dirigé Sud FM, et bien d'autres journalistes. Alors, Takussan était très bien connu parce que vraiment, c'était l'autre voie que les gens étaient pressés d'acheter. Et il ne s'en est pas arrêté là. Après l'aventure Takussan, il s'est dit, je vais créer un autre journal qui va quand même accompagner davantage notre combat que le démocrate. C'est pourquoi il a créé le journal Sopi. Le journal Sopi, qui était un journal qui paraissait au départ chaque semaine. Ensuite, on en a fait un quotidien. Et il était tellement populaire que c'était le seul journal qui était vendu avant d'être imprimé. Et finalement, c'est le seul journal qui est monté jusqu'à 100 000 exemplaires de tirage. C'est inédit. Et donc, les gens faisaient la queue devant les points de vente avant même la sortie du journal pour l'acheter. Et donc, moi, j'étais un des grands responsables de Sopi, le superviseur, et j'étais également l'éditorialiste attitré auprès de compagnons comme Amadou Moustapha Dieng, qui a été directeur de publication et rédacteur en chef, Maître Cheikh Khoureïch Ba, que vous connaissez, Jean-Paul Diaz, Joseph Ndong, et bien d'autres qui ont accompagné l'aventure du Sopi. Mais je me faisais un devoir, chaque semaine, d'écrire un éditorial dans Sopi. Alors, comme j'ai un peu plus de temps, j'ai regardé dans mes archives et j'ai retrouvé beaucoup de ces éditoriaux-là. Et j'ai dit, mais pourquoi pas les rassembler et vraiment faire connaître à la jeunesse, faire connaître aux générations actuelles la ligne éditoriale du Sopi, mais aussi la trajectoire du combat que nous avons mené avec Maître Abdoulaye Wade pour les conquêtes démocratiques, pour la conquête des droits et libertés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Sénégal, au moment où Abdoulaye Wade créait le PDS le 31 juillet 1974, le Sénégal était un désert démocratique. Il n'y avait aucun droit, aucune liberté qui était respectée et tout. Il fallait les conquérir une à une, il fallait les conquérir un à un, chaque jour. D'ailleurs, il a sorti une formule à l'époque en disant que la création du PDS était comme un coup de tonnerre dans un ciel sans nuages en pleine saison sèche. Alors, ça veut dire simplement qu'encore une fois, c'était quelque chose d'inédit et de fabuleux, surtout dans une Afrique, à l'époque des partis uniques,
parce que presque dans toute l'Afrique, c'était le règne des partis uniques. Au Sénégal, on essaie de changer un peu, comme toujours, en disant que ce n'était pas le parti unique, c'était le parti unifié, parce que finalement, le parti du président Senghor, l'UPS à l'époque, avait réussi soit à dissoudre ou bien à absorber tous les autres partis qui existaient. Et donc, était devenu un parti unique, mais on l'appelait parti unifié. Et Abdoulaye Wade, comme il aimait toujours les belles formules, il a dit, c'est l'époque du barracuda avec les petits poissons. Alors finalement, le barracuda a fini par avaler tous les petits poissons, et donc il régnait tout seul en maître sur l'espace sénégalais. Et c'est comme ça donc que le PDS a été créé le 31 juillet 1974 par un coup de génie de Abdoulaye Wade, qui était expert de l'UIA et de la BAD, qui s'est retrouvé avec le président Senghor à Mogadiscio au cours d'un sommet. Et il l'a saisi et lui a dit « Je veux créer un parti d'opposition. Enfin, je veux créer un parti seulement. » Alors Senghor a dit « Oh, Wade, vous voulez créer un parti et tout ça ?» Il se disait que bon, Wade, il blaguait, etc., il n'irait pas loin. Il a dit, bon, qu'à cela ne tienne, puisque lui-même Senghor envisageait d'entrer à l'international socialiste, c'était une opportunité pour lui de dire que j'ai le multipartisme chez lui. Il a dit, bon, Wade, je suis d'accord, vous pouvez créer votre parti. Abdoulaye Wade, comme il était toujours très futé et tout, il s'est dit, bon, il faut que je l'annonce tout de suite, parce que si on attend de retourner au pays, Senghor peut changer d'avis. Il est sorti et il a rencontré des journalistes donc, dans le hall, dont Paul Bernetel, qui était un très grand journaliste très connu. Il a dit, je viens de rencontrer Senghor, il m'a autorisé à créer un parti. Il lui a dit, non, je vais créer un parti de contribution, parce que je vais contribuer au développement du pays et tout. Il a dit, bon, si c'est ça, c'est pas grave, vous pouvez créer un parti. Alors il a annoncé aux journalistes, et les journalistes ont fait des dépêches tout de suite, et la nouvelle est partie. C'est comme ça que le PDS a été créé. Et Wade donc a commencé à tracer son sillon. Donc quand il est rentré à Dakar, il a fait, comme je vous l'ai dit, cette conférence de presse de 31 juillet 1974 à l'hôtel Croix du Sud. Et voilà, il a commencé donc à développer son parti. Alors vous avez côtoyé Wade pendant plusieurs années. Quel homme était-il réellement? Ben, c'était un homme exceptionnel, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'ouvrage. Un homme hors du commun, mais avec la publication de l'ouvrage, je me suis rendu compte qu'il était même au-delà de ce qu'on pouvait penser. Parce que Wade, ce n'était pas seulement l'homme politique, ou bien l'avocat, ou bien l'économiste. C'était un génie, en fait, qui s'ignore. Et on le découvre aujourd'hui un peu plus, mais on le découvrira davantage plus tard. C'est pourquoi j'ai même été jusqu'à dire, lors de la séance de dédicace du livre, qu'en réalité, j'ai l'impression que Abdoulaye Wade était un être messianique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous a été envoyé par le bon Dieu pour vraiment nous montrer la voie, nous guider vers la bonne voie, vers le développement, vers l'émergence et vers également l'émergence de toutes les valeurs positives de notre culture africaine, parce que Wade était profondément africain, et nous y reviendrons tout à l'heure si vous le souhaitez, mais vers les valeurs même occidentales ou valeurs du monde, parce qu'il était en phase avec son temps, avec son époque, mais il était même souvent en avance par rapport à son époque, parce qu'il ne nourrissait aucun complexe vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis de l'Europe et tout. Il se battait à armes égales partout où il allait, et donc il se faisait respecter. Et ça, une des grandes qualités d'Abdoulaye Wade, c'est son courage politique et son courage physique, et vraiment la façon de se faire respecter partout. Quand il allait, même étant dans l'opposition, je ne parle même pas de quand il est arrivé au pouvoir, mais quand il était dans l'opposition, partout où il allait, il se faisait respecter. Je rappelle souvent un débat épique qui a eu lieu, parce que votre émission s'appelle d'ailleurs Le Débat, un débat épique qu'il y a eu,
Parce qu'il y avait un professeur français, un historien, qui s'appelle Bernard Lougan, qui avait écrit un livre sur l'Afrique en disant que les Africains étaient en dehors de l'histoire. Il l'a dit avant Sarkozy. Et donc, Wade avait lu ça et ce livre l'avait profondément choqué. Alors, il a pris contact avec Bernard Lougan et il a dit, je vous défie pour un débat. Il a défié pour un débat et Bernard Lougan a accepté. Et le débat a eu lieu à l'hôtel Nico à Paris. Et j'ai eu la chance de participer à ce débat parce que j'étais encore étudiant en 3e cycle à Paris. Et donc, le débat a été extraordinaire. Wade a démonté complètement les arguments de Lougan, qui était surpris de voir un Africain pouvoir se défendre et pouvoir donc argumenter de cette façon. À la fin du débat, Bernard Lougan s'est levé, a serré la main à Abdoulaye Wade et dit « Je salue un Africain debout ». Et il lui a dédicacé son livre avec ce terme-là, « Je salue un Africain debout ». Et donc, ce jour-là, nous étions tous très, très fiers, vraiment, de voir comment Abdoulaye Wade avait défendu donc l'Afrique. Voilà, Abdoulaye Wade, avec ça, nous étions déjà dans l'opposition. Au pouvoir, il a davantage explosé. Vous l'avez vu, Abdoulaye Wade, au niveau de l'Afrique déjà, il a pris beaucoup d'initiatives qui ont décomplexé l'Afrique et qui ont également engagé l'Afrique dans la voie de l'émergence et du développement. Vous vous rappelez le plan Oméga, le MAP, avec Thabo Mbeki, avec Bouteflika. Et donc, il a lui-même discuté avec eux. Il avait une ambition pour l'Afrique. Et finalement, ils se sont concertés et ils ont fondu tous ces plans-là pour créer le NEPAD, qui était donc une voie africaine pour vraiment le développement, pour la création des grandes infrastructures ferroviaires, routières, aériennes, qui vont donc propulser le développement de l'Afrique. Et jusqu'à présent, donc, le NEPAD a creusé beaucoup de sillons, a fait beaucoup de choses, va encore en faire et tout ça. Et je suis persuadé que même la ZLECLAF dont on parle aujourd'hui est une résultante de cette vision du NEPAD. Parce que Wade, lui, il se considère d'abord comme un Africain avant d'être un Sénégalais. C'est comme ça qu'il s'est toujours défini. D'ailleurs, sa thèse s'appelle « L'économie de l'Ouest africain, unité et croissance ». Et donc, il a toujours pensé Afrique avant de penser Sénégal. Parce que aussi, c'est un très grand panafricaniste. J'allais dire, c'est un des plus grands panafricanistes du continent. D'accord. Certains considèrent Wade comme un visionnaire, d'autres comme un dirigeant controversé. Quel regard portez-vous sur ce débat? Vous savez, tous les visionnaires sont controversés pendant leur époque, ou alors qu'ils sont vivants. Parce que, bon, l'unanimité d'abord n'existe pas, parce que le bon Dieu qui nous a créés même est contesté par certains, et pourtant il les laisse le contester. C'est parce qu'il a doté l'être humain d'intelligence. Dieu dit qu'il nous a créés, il nous a dotés d'intelligence, et il a fait de nous ses vicaires sur terre. Et donc, il nous a donné la possibilité de raisonner, de réfléchir, de contredire notre vis-à-vis, y compris lui-même qui est notre créateur, et il nous laisse faire. Donc, j'allais dire que c'est le premier démocrate. Donc, Abdoulaye Wade est un visionnaire incontestable, pour les raisons que j'ai indiquées d'ailleurs tout à l'heure, parce qu'il était toujours en avance sur son temps. Il avait une très, très grande ambition pour l'Afrique, pour le Sénégal bien sûr, mais pour l'Afrique et pour le monde entier. Il était toujours en train d'innover. Il aimait bien cette formule de Schumpeter en distinguant les innovateurs et les imitateurs. Il disait toujours qu'il y a des gens qui sont là, c'est des imitateurs. Ils se contentent donc de l'existant, voilà, et ils les gèrent l'existant, ils ne font pas bouger les choses. Ceux-là, ils ne font pas avancer le pays, ils ne font pas avancer le continent. En revanche, il y a des innovateurs
c'est-à-dire des gens qui, chaque jour, essaient de trouver des voies nouvelles pour faire bouger les choses, pour faire avancer les choses. Et Wade faisait partie incontestablement des innovateurs et même des révolutionnaires. On l'a appelé un jour un révolutionnaire libéral. Parce qu'effectivement, il était un révolutionnaire. Même s'il était un libéral, il a plaidé pour le libéralisme social au niveau Afrique. Parce que le libéralisme, pourquoi? Parce que pour lui, il fallait très vite, après l'indépendance, il fallait construire des États, faire avancer nos pays très vite. Et pour lui, l'État devait être un État libéral, interventionniste. C'est-à-dire ne pas être un État libéral qui gère seulement le fonctionnement de l'économie, qui surveille les taux de croissance, etc. ou autre, mais un État qui intervient dans l'économie sans étouffer l'entreprise privée, sans étouffer les initiatives privées et les investissements. L'État devait intervenir de façon ponctuelle dans l'économie pour créer les conditions du développement. C'est ce qu'il appelait l'État interventionniste libéral. Et c'est pourquoi il disait que nos pays africains ne sont pas ou ne peuvent pas être gérés comme les pays européens ou occidentaux où tout est là déjà, les infrastructures existent et tout, et l'État donc veille seulement à la régulation, etc. En revanche, dans nos pays africains, c'est comme si nous sortions de la guerre. Tout est à faire. Il faut créer les infrastructures. Il faut créer des routes, créer des ponts, créer des écoles, des universités, des hôpitaux et tout. Toutes les infrastructures doivent être créées et ce n'est pas le secteur privé qui va le faire. Si on attend que les secteurs privés construisent des hôpitaux ou bien des écoles ou bien des universités ou autres, on attendra très longtemps. Si on attend que le secteur privé construise des routes, des autoroutes, etc. et tout ça, ou des aéroports, on attendra très longtemps. Le rôle de l'État, c'est d'intervenir donc de façon ponctuelle, État interventionniste libéral, pour créer ces infrastructures qui vont être un cadre et qui vont amener le secteur privé même à venir investir pour le développement du pays. On a vu en Malaisie, hein, l'ancien Premier ministre malaisien et tout ça, il est allé dans le désert, il a construit là-bas des autoroutes et après, les gens sont venus s'installer autour de cette autoroute. Il a créé une nouvelle ville et tout ça. Alors il raisonnait comme ça et c'est comme ça qu'il a pu donc propulser très vite le développement du Sénégal. Vous avez vu que pendant son magistère, le Sénégal s'est complètement transformé. C'est en ce moment-là que nous avons connu les autoroutes, les grands aéroports et ensuite toutes les grandes infrastructures. Il a décentralisé les universités. Nous avons des universités au niveau des régions, de toutes les régions, ce qui fait que donner plus de chances aux jeunes, même venant de l'intérieur du pays et des régions, de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur. C'est valable sur le plan social également, avec les hôpitaux, les infrastructures sanitaires. J'en parle moi-même parce que j'ai été ancien ministre de la Santé et donc on a mis en place un programme extraordinaire qui s'appelait le P10 et le PNDSS, le Programme national de développement sanitaire et social, et qui maillait tout le pays pour que tout le monde puisse accéder aux soins de santé. Et c'est ce que j'avais appelé à l'époque l'accessibilité géographique et financière du médicament et des soins de santé, pour que tout le monde puisse accéder vraiment aux infrastructures sanitaires. Et c'est comme ça qu'on a monté la pyramide sanitaire au Sénégal, qui a démocratisé donc les soins de santé et l'accès aux médicaments. C'est la même chose donc pour l'école. J'ai dit qu'il y a les infrastructures, mais par exemple à l'époque, seuls les habitants des villes pouvaient amener leurs enfants dans ce qu'on appelle les jardins d'enfants ou le préscolaire et tout, mais ceux qui étaient à l'intérieur du pays ne pouvaient pas le faire. Wade a eu l'idée de jeudi de dire je vais créer la case des tout-petits. Il a créé la case des tout-petits un peu partout dans le Sénégal, au niveau de tous les villages et tout. Et donc tous les villageois avaient la possibilité d'amener leurs enfants au niveau
préscolaires pour qu'ils aient les mêmes chances que les enfants qui sont nés dans les villes. Il y a ajouté une dose africaine parce qu'il a dit, au niveau des cases du petit, on va apprendre aux jeunes enfants donc de 3 à 5 ans les rudiments donc, de l'éducation, mais on va également leur apprendre leur culture. Il a dit, dans chaque case du tout petit, il doit y avoir une grand-mère ou un vieux qui va faire des contes aux enfants, et qui va leur apprendre l'histoire de l'Afrique et tout ça. Et donc, il y a un moment dans la journée où ces personnes-là se retrouvent avec les enfants pour leur apprendre ce que c'est que leur culture, ce que c'est que leur continent et tout ça. Donc, c'était un plus par rapport même aux préscolaires qui existaient dans les villes. C'est ce que j'appelais tout à l'heure Wade l'innovateur. À chaque fois, il apporte une dose d'innovation dans toutes ces initiatives. Alors, on peut le considérer comme l'un des plus grands leaders africains de cette époque, à son époque. Évidemment, Wade est incontestablement un des plus grands leaders africains, non seulement de son époque, mais j'allais même dire de tous les temps, parce que en réalité, ce n'était pas seulement un politique. J'ai dit tout à l'heure que c'était un panafricain, parce que son combat n'a pas commencé avec la création d'un parti politique. Quand il était déjà étudiant, il était membre de la FENF, la Fédération des étudiants africains d'Afrique noire, en France, et il a dirigé donc à Grenoble la section de la FENF, et il a milité à Paris, un peu partout en France, avec les Cheikh Anta Diop, avec Majmoud Diop, et avec bien d'autres grands cadres donc, africains. Et au même moment, quand il a fini son stage, ou quand il était encore avocat stagiaire, vous vous rappelez, il y avait la guerre d'Algérie, il s'est engagé avec les Algériens pour combattre pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, vous savez, à l'époque, les Algériens étaient toujours pourchassés et arrêtés, jugés, etc. Wade a été l'un des plus grands avocats du FNL d'Algérie et des Algériens qui se battaient pour leur indépendance. C'est pourquoi, d'ailleurs, il avait des liens particuliers avec l'Algérie. Il s'est engagé également pour le combat pour d'autres pays africains, notamment d'obédience lusophone, comme le Mozambique, avec le Frélimo de Samora Machel et tout ça, ou l'Angola avec Agostinho Neto, le MPLA, et d'autres pays africains. Il s'est engagé pour être à leur côté et les défendre pour l'indépendance de leur pays. Et pourtant, c'était des lusophones, ce n'était pas des francophones. Mais c'est l'Afrique qui regardait. Il était allé jusqu'à, quand il est rentré à Dakar, il est allé donc dans un hôtel de la place, je crois que c'est l'hôtel Croix du Sud. Il est allé là-bas, il a versé là-bas une caution. Il a dit, les Africains, les opposants, les mouvements de libération qui viendraient en Afrique et tout ça pour exposer leur cause, s'ils arrivent ici, vous pouvez les loger, c'est moi qui paye leur séjour. Il a laissé une caution au niveau de ces hôtels-là. Et à chaque fois que ces personnalités-là venaient au Sénégal, c'est Wade qui payait tout ça, tellement il était engagé pour la cause donc, de l'Afrique. Ensuite, il a milité au RDA, c'est pourquoi d'ailleurs souvent il appelait le président Houphouët-Boigny son maître. Et un jour, il m'a demandé donc d'aller faire un discours pour lui à Abidjan, avec le président Henri Konan Bédié à l'époque, pour montrer que c'était un retour aux sources par rapport au président Houphouët-Boigny. D'ailleurs, vous trouverez ce discours dans le livre, c'est ce qu'ils appellent Yamoussoukro, le retour aux sources, pour vraiment montrer son engagement au niveau africain. Donc c'est quelque chose qui a vécu pour l'Afrique, c'est pourquoi son premier ouvrage s'appelle Un destin pour l'Afrique. Le deuxième ouvrage s'appelle Une vie pour l'Afrique. Et donc, encore une fois, Wade est vraiment un homme exceptionnel, un Africain debout, comme l'a dit son plus farouche adversaire, Bernard Lugan. Alors, comment ces relations avec les chefs d'État de la sous-région ont-elles contribué à la stabilité et à l'intégration sous-régionale? Oui, comme Wade était donc vraiment pour l'intégration et même pour au-delà de l'intégration, sa vision, c'était bâtir les États-Unis d'Afrique.
Et donc, comme tout bon panafricaniste, il travaillait à poser les jalons de ces États-Unis d'Afrique. Donc tous les jours, il travaillait avec les autres chefs d'État pour aller vers cet objectif des États-Unis d'Afrique, parce qu'il avait considéré qu'on ne peut pas développer l'Afrique avec les micro-États, là, chacun replié derrière ses frontières, avec son drapeau, avec son hymne national. Non, pour lui, l'Afrique devait aller vers les États-Unis d'Afrique. C'était son objectif principal. Et c'est comme ça qu'à chaque fois qu'il rencontrait les autres chefs d'État, il leur parlait de ça, il essayait de les travailler pour les convaincre à aller dans cette direction. À son époque, il était avec le président Kadhafi, l'un des plus grands défenseurs de cet objectif des États-Unis d'Afrique. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont battus pour qu'on aille vers l'Union africaine, qui a immédiatement fait avancer un peu les choses, mais pas comme ils le souhaitaient. Et ils ont travaillé, comme je l'ai dit tout à l'heure, également par rapport à des programmes économiques. Parce qu'il a compris très vite qu'on pouvait mettre en place des infrastructures politiques et autres et tout, mais tant que ces infrastructures politiques n'étaient pas consolidées par des infrastructures économiques intégrées, on n'irait pas loin, on n'irait pas rapidement vers les États-Unis d'Afrique. Et c'est pourquoi il a réfléchi justement sur ces plans-là dont je parlais tout à l'heure, le plan Oméga est devenu NEPAD avec les fusions des plans des autres chefs d'État pour bâtir des infrastructures continentales. D'abord, les routes, ouvrir les frontières et construire des routes qui vont jalonner toute l'Afrique. Les aéroports, faire des aéroports ils se battaient pour qu'on diminue le prix des billets des avions et tout, pour que les Africains puissent se déplacer au niveau de leur continent plus facilement. Mais aussi le chemin de fer, ils croyaient beaucoup au chemin de fer, donc ils disaient qu'il faut construire des chemins de fer de Dakar à Djibouti, etc. Et vraiment, ils se battaient tous les jours pour que des infrastructures puissent se développer. Son idée géniale également, il se disait que l'Afrique est menacée par le désert, par les changements climatiques et tout ça. Et donc, il a eu l'idée de la création de ce qu'il a appelé la Grande Muraille Verte, qui irait de Dakar à Djibouti. Et donc, chaque pays devait planter des arbres jusqu'à sa frontière et même au-delà de sa frontière pour qu'à terme, qu'on puisse vraiment bâtir une grande muraille verte pour arrêter la progression du désert et reverdir l'Afrique et tout ça. Voilà donc les grandes idées que Wade avait et bien d'autres, vraiment pour que notre continent puisse rattraper le grand retard que nous avons eu par rapport aux autres continents. D'accord. Le président Wade a été célébré la semaine dernière en présence du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Quel message retenez-vous de cet hommage national? Écoutez, c'est une très grande fierté que nous avons eue parce que le Sénégal, depuis un bon bout de temps, n'avait pas connu cet élan unitaire, cet enthousiasme, j'allais dire même cette euphorie au niveau national pour célébrer quelqu'un, pour célébrer quelque chose ou quelqu'un. Mais pour une fois, il y avait une unanimité. Et c'est ça également le grand mérite d'Abdoulaye Wade. Il a réussi à créer une unanimité. Il n'y a pas eu une voix dissonante. Il a créé une unanimité entre l'opposition, le pouvoir, les guides religieux, les guides coutumiers, ou sociaux et autres, les syndicats. Tout le monde, c'était unanime. Tout le monde est venu célébrer Abdoulaye Wade. Et vraiment, c'est un grand honneur que le président Bassirou Diomaye Faye a fait au Sénégal et à l'Afrique en acceptant de parrainer cette cérémonie et surtout en prononçant un discours d'une très haute facture, vraiment qui a recadré beaucoup de choses et qui a montré toutes les facettes du président Abdoulaye Wade, qui pouvait être un grand repère, non seulement pour tous les Sénégalais, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du pouvoir, mais au-delà pour tous les Africains. Juste une dernière question. Alors, vous avez été un acteur politique. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal? Écoutez, j'avais dit jusqu'à présent que
je ne voulais pas me prononcer par rapport à la situation, j'allais dire à la chaude actualité du pays, mais j'ai été amené à le faire récemment parce que vos confrères ou certains de vos confrères m'ont poussé jusqu'à mes derniers retranchements et je ne peux pas donc vous le refuser. Je pense que nous vivons une situation qui est inédite dans notre pays et qui aujourd'hui préoccupe tout le monde. C'est la première fois, ou en tout cas peut-être la deuxième, mais c'est la première fois que nous avons une dichotomie aussi grande entre l'exécutif et le législatif. J'aurais même pu ajouter le judiciaire, mais c'est surtout flagrant au niveau de l'exécutif et de législatif, parce que, encore une fois, chacun va de son côté. Et cela peut conduire le pays à des situations de tension et de paralysie qui vont être préjudiciables au pays. J'espère que la raison va l'emporter. En tout cas, j'ai rencontré le président Diomaye Faye pendant plus d'1 heure et j'ai échangé avec lui. Je sais que c'est un homme d'ouverture, un homme de dialogue et qui souhaite le consensus. Et j'espère que également du côté du législatif, avec M. Ousmane Sonko, qui est donc le chef de l'opposition aujourd'hui, puisqu'il a déclaré qu'il est maintenant dans l'opposition, j'espère qu'ils arriveront à trouver des passerelles pour sortir le pays de cette situation. Nous nous sommes retrouvés finalement pour mettre en place le code électoral consensuel de 1992 et au même moment, nous sommes entrés au gouvernement avec le président Abdoulaye Wade, gouvernement élargi avec le président Abdou Diouf, parce que c'était l'époque également de l'ajustement structurel et de la dévaluation du franc CFA. Le Sénégal avait besoin vraiment de se retrouver pour sortir de cette situation. Nous avons fait la même chose également en 1995, où nous sommes entrés au gouvernement avec plus de 5 ministres et nous avons pu faire bouger les choses. Non seulement le Sénégal a pu sortir de ces crises-là et avancer plus vite vers le développement, mais nous, en tant qu'opposants, nous avons pu montrer aux Sénégalais et à l'Afrique que nous n'étions pas des opposants professionnels, comme le disait un de nos adversaires, M. Djiboka, qui était mon adversaire et mon ami aussi. Nous n'étions pas seulement des opposants professionnels, mais nous pouvions constituer une alternative crédible de gouvernement. Pendant cette période-là, les ministres qui étaient venus avec le président Abdoulaye Wade au gouvernement ont démontré que nous avions une vision, nous avions des propositions, nous avions des compétences à montrer et nous avons pu montrer énormément de choses, avoir de très bons ministres, de telle sorte que le président Abdou Diouf a eu à déclarer publiquement, il le dit d'ailleurs encore aujourd'hui, que j'ai été son meilleur ministre de la Santé. Il m'a confié également des missions très importantes à l'époque pour la reconstruction du Koweït et tout ça. C'est vous dire donc qu'on peut trouver des formules pour sortir le pays de cette crise-là, mais il faut se parler, il faut dialoguer. Et le Sénégal a les ressorts pour le faire. J'espère que nos dirigeants actuels vont trouver la capacité de le faire. J'espère d'ailleurs qu'ils trouveront dans ce livre-là, qui est encore une fois un bréviaire, toutes ces informations qui montrent comment on a pu gérer des périodes de crise, comment on a pu sortir le pays de ces situations et comment les leaders de l'opposition et du pouvoir se sont parlé à chaque fois que c'était nécessaire, parce que, comme dit l'adage, Paris vaut bien une messe, le Sénégal vaut bien un dialogue pour, encore une fois, aller vers l'émergence et le développement. Merci, Maître Ousmane Ngom. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie vraiment d'être venu me voir et je voudrais adresser mes salutations aux responsables de la chaîne panafricaine que je connais depuis très longtemps et qui joue également un rôle très important dans l'intégration de notre continent. Et j'espère que également nous irons avec cette chaîne
Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonne suite de programme.